De 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mardi 12 septembre 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Après quelques mois de trêve, Bokeh renoue avec les revendications sociales. Selon le site guinématin.com, plusieurs jeunes sont sortis hier lundi dans les rues de cette préfecture pour exprimer leur ras-le-bol contre le manque de courant. Pour en savoir davantage sur l'évolution de la situation, deux personnes vont se succéder dans cette émission. D'abord, Mohamed Lamine Ndiaye, un jeune de la localité. Ensuite, le correspondant lui-même de ce site qui a abordé ce sujet, il s'agit de Mamadou Julde Diallo. Selon des informations également, les pèlerins guinéens commenceront à regagner le pays à partir du 15 septembre. Mais avant cette date, ils sont nombreux parmi eux qui traversent aujourd'hui des moments difficiles à cause de la mauvaise organisation et de ce Hajj 2017. Cette information a été rapportée par nos confrères du site africaguinée.com. Assimi Oussoiré en est l'administrateur général. Il sera aussi en direct dans cette émission. Et puis, comme annoncé hier, l'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, c'est bien Dr Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Avec lui, il sera question de son récent séjour à l'intérieur du pays, l'accord de financement passé entre la Guinée et la Chine et aussi la tenue des élections communales. Dr Dansa Kourouma, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour à Boubacar Kondé, bonjour à docteur, à nos auditeurs et téléspectateurs également. La mise en onde est assurée par Kandé Omar Kamara, cabinet Sano, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Sékou Touré, Kadia Touré, Moromo Kamara. Ici, micro-présentation à Boubacar Kondé, il est déjà en ligne. Mohamed Lamine Ndiaye, il est un des jeunes de Bokeh, va nous dire pourquoi cette haute revendication sociale. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Mohamed Lamine Ndiaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes actuellement à Bokeh. Dites-nous, vous résidez à Bokeh ou vous êtes de passage? Bon, je suis résident à Bokeh. Monsieur Ndiaye? Oui. Voilà, changez un peu de position pour que vous soyez plus audible. Et vous gardez très bien le téléphone. Vous êtes en direct. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes, il parlait, est-ce que vous résidez à Bokeh ou bien vous êtes un passant? Moi, je suis résident à Bokeh. Depuis combien d'années? Je suis né à Bokeh. Alors, après une trêve de manifestations, de revendications sociales, hier également, d'abord depuis dimanche soir, vous avez encore renoué avec les revendications. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, en fait, la revendication du courant, ça fait au moins 2 semaines depuis que le courant est parti et compte tenu peut-être la mauvaise gérance. Mais il n'est pas sans savoir que promettre sans réaliser, c'est très difficile. Depuis que le courant est parti, ça fait 2 semaines de cela. Et il y a des quartiers qui n'ont bénéficié qu'une seule fois le courant. Et maintenant là, c'est cette raison que la population a commencé
les manifestations. Ils ont barricadé la route, brûlé les pneus, mais pas d'attaque pour le moment. Pas d'attaque pour le moment, vous pensez, peut-être c'est pas sur des personnes, mais brûler les pneus, barricader les routes, c'est aussi une attaque. C'est une agression de la chaussée. Bon, ce que je veux dire par là, comme le projet qui s'est passé, il y avait eu des tâches, c'est ce que je veux dire par là, pas d'attaque, mais on a barricadé la route, brûlé les pneus sur la route de Tulfaya, de Calabania, jusqu'ici au rond-point de l'hôpital. Et dans la ville, il y a certains carrefours aussi qui ont mis les barrages de 110e à la sortie, de 110e vers Yombea, là aussi, il y a des barrages. Mais on nous apprend aussi que ça n'a été qu'une récupération des mouvements parce qu'il y a eu un accident d'abord de camion sur un motard. Et du coup, puisqu'il y a eu des manifestations, vous avez profité pour passer à la vitesse supérieure pour dire que vous revendiquez aussi pour l'électricité. L'arrivée du courant. La revendication qui est là, c'est le problème de courant. La revendication qui est là, c'est le problème de courant. Mais l'État ne veut pas faire ce que la population veut. Les camions ne doivent pas traverser la ville. Ça a été dit, redit devant le ministre des Mines, avec tout leur cabinet, mais c'est impossible. Jusqu'à présent, l'impossibilité est là. Mais la grève qui est là, c'est le problème de l'électricité. D'accord. Mais est-ce que les routes sont toujours barricadées ou du moins vous avez finalement levé à des heures indiquées? Bon, actuellement, à l'heure où je vous parle là, il y a des barrages un peu partout, mais les piétons marchent, le marché est là aussi. Mais les boutiquiers n'ont pas accepté d'ouvrir leurs boutiques parce qu'ils ont peur. Donc, depuis que vous avez commencé hier, aucun véhicule n'a quitté Kamsar pour allier Sangaredi, Sangaredi pour Boké, Boké pour Kolaboui et Conakry, ainsi de suite. Pas de rentrée, pas de sortie, c'est ce que vous voulez nous dire? Pour le moment, oui. Mais vous revendiquez contre l'obscurité. Aujourd'hui, on nous apprend aussi que des groupes électrogènes qui doivent aller pour vous aider dans ce sens ont bougé de Conakry. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que vous avez appris la nouvelle? J'étais hier en communication directe avec M. Tita, l'Union des consommateurs en Guinée. Il m'avait dit, Ndiaye, fait tout possible pour que cela ne soit pas fait. Le camion a bougé ici à l'instant où je te parle. Et moi, personnellement, je suis parti jusqu'à l'EDG. Effectivement, le camion est rentré. Le groupe est sous le camion. Ils n'ont pas fait descendre d'abord le moteur sur le camion. Moi, personnellement, je suis parti, j'ai vu ça. Donc, vous-même, vous avez vu? Moi, personnellement, j'ai vu. Parce que j'ai été appelé par Kumbasa à 22 h disant que le camion est rentré. Je lui ai dit, je ne vais pas dire à quelqu'un d'aller voir ça pour moi. Moi, personnellement, je vais prendre ma moto pour partir regarder. Et je suis parti, j'ai trouvé les surveillants qui sont là, y compris l'équipe du jour. Moi, personnellement, j'ai vu le camion garé, le moteur était sur là-dessus. Alors, puisque vous-même, vous avez constaté la présence du camion, pourquoi ne pas sensibiliser, puisque vous nous dites que les barrages sont jusqu'à présent maintenus, pourquoi ne pas sensibiliser vos frères et sœurs afin de lever ces barrages? Ok, la sensibilisation est là. Mais vous n'avez pas sans savoir que tout le monde n'était pas sur le même niveau d'information que moi. Le moteur était rentré, mais les personnes ne savaient pas si le moteur là est pour beaucoup. Au moins que moi je me retournais, j'ai vu que le monde était là, ils ont commencé à mettre les routes, les barrages, et moi je me suis contourné. La partie que j'ai eu convaincre certaines personnes, en disant que calmez-vous, dès demain, d'ici 18 h, ça trouverait que le courant est là, et accepter d'enlever ce qu'on a mis. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce matin, à 6 h du matin, j'avais appelé Kumbasa, en disant que moi, personnellement, je suis parti voir, j'ai vu le moteur sur le terrain. Et plus tard, il m'a dit que les techniciens ont bougé de Conakry pour ici. Plus tard, d'ici 16 h ou 17 h, c'est l'installation des moteurs que le courant va venir. Une fois que le courant est là, la population va se calmer et c'est ça le problème de Boké. Si le courant vient, personne ne va se manifester.
Mohamed Lamine Ndiaye, mais vous savez aussi qu'en barricadant la route, vous fatiguez aussi les autres usagers qui n'ont rien à voir avec cette coupure de courant? Tout à fait. Donc vous causez du tort à vos concitoyens? Non, pas du tort. C'est une manière aussi de faire ce que la population a demandé. Oui, mais à supposer que quelqu'un veut quitter Sangaredi pour aller à Kamsar, vous l'empêchez. Ou un malade à bord d'un véhicule. Alors qu'il ne travaille ni à l'EDG, ni dans une des sociétés de là-bas, est-ce que lui, vous n'êtes pas en train de lui causer du tort? Vous savez, une fois que la grève est là, c'est ceux qui ont des dents ou ceux qui n'ont pas de dents, tout le monde va en pâtir les conséquences. Parce que la grève, la conséquence, c'est ça. D'accord. Mais si l'ambulance vient, il y a un malade à l'intérieur, ils vont nous faire comprendre que c'est le malade, on l'évacue par là, et on cédera le passage pour que l'ambulance passe. Et vous êtes de quel quartier de Bokeh d'ailleurs? Moi, je suis dans Kounyawa des 2. Kounyawa des 2. Merci d'être passé dans cette émission, Mohamed Lamine Ndiaye. Je rappelle que vous êtes un jeune résident dans la préfecture de Bokeh. Merci à vous. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Puisque c'est le point de vue d'un citoyen qui lui-même est acteur, on va appeler notre confrère du site guinématin.com, Mamadou Djoulé Diallo. Il va nous relater comment tout cela s'est passé et à date, on en est à quel niveau très exactement. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Pas encore, on s'emploie pour avoir Mamadou Djoulé Diallo. Il est le correspondant régional, je le disais tout à l'heure, du site guinématin.com. Daouda Mohamed Kamara. C'est compliqué la gestion de la préfecture de Bokeh ces derniers mois. Oui, pas que la préfecture de Bokeh, beaucoup d'autres préfectures d'ailleurs et beaucoup d'autres localités. Et puisque le président du CROX est là, il suit avec attention toutes ces situations. Effectivement, donc je disais que ce n'est pas que la préfecture de Bokeh, c'est beaucoup d'autres préfectures, il faut le dire, et beaucoup d'autres localités. On connaît le cas, on connaît le cas de Kintigna, de Mandiana, de beaucoup d'autres localités. Mais logique, c'est vrai, la promesse est là, mais il faut aussi que les citoyens comprennent que un groupe électrogène ne peut pas travailler 24 heures sur 24 ou à l'infini. Il arrive des moments quand même que des pannes interviennent sur les groupes électrogènes. Donc lorsque les pannes interviennent, il faut bien qu'on accepte d'attendre que les pannes soient réglées. Mais si du coup on veut directement que la panne, dès qu'elle intervient, que les techniciens se mettent au travail pour directement le faire, alors que parfois les pièces ne sont pas à Bokeh. Ne sont pas à Bokeh. Il est en ligne, Mamadou Djoulé Diallo, le correspondant régional du site guinématin.com. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui avez traité cette information hier sur le site guinématin.com. Dites-nous, quelle observation avez-vous fait avant de publier cette information? Voilà, c'est hier dans la soirée du lundi 11 septembre 2017, dans les environs de 20 h. On était en ville au niveau d'un café, et nous avons appris qu'au quartier d'Embaya, c'est l'un des quartiers les plus chauds de Bokeh. C'est un quartier qui est un peu confondu, disons, à Bambeto de Conakry. Et à chaque fois qu'il y a des mouvements... pas nous. Voilà, non, c'est à Bokeh, c'est ce que les gens disent. D'accord. Voilà, et à ce niveau-là, on a appris qu'il y a des jeunes qui ont barré la route et nous nous sommes rendus sur place. Et nous avons trouvé que vraiment, il y a déjà les barrages sur place. Et nous avons demandé pourquoi cela. Ils disent vraiment qu'il y a plus d'une semaine, on n'a pas le courant. C'est un délestage, un jour sur 3. Et en plus, ce qui a irrité la colère des jeunes, c'est ce qu'ils nous ont raconté là-bas. Et c'est avant-hier soir, il y a un camion d'une société sous-traitante de GAC. Vous savez, GAC traverse la ville de Bokeh pour transporter leur bauxite de Tingilinta vers Kamsa. Et un camion de GAC a percuté un motard et qui est tombé. Et le camion ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin. Et les jeunes sont venus ramasser le motard, blessé, il y avait le sang qui coulait. Donc, ils étaient en colère vraiment, ils ont cherché à amener ce jeune à l'hôpital. Et en plus, il y a eu beaucoup d'interventions des jeunes leaders qui ont venu sensibiliser les jeunes pour ne pas qu'ils manifestent.
ils ont levé le barrage dans la nuit du dimanche. Mais ce qui a choqué davantage, aucun responsable de GAC n'est venu à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé qui a été percuté. Voilà. Donc, et en plus, vous savez, c'est un de les stages, c'est-à-dire c'est une rotation de la fourniture en courant électrique. Hier, le quartier d'Embaya, qui est le plus chaud, je vous le dis, c'était leur tour et ils n'ont pas reçu le courant. Donc tout de suite, ils sont sortis dans la rue et comme un seul homme, comme la fois dernière, en avril dernier, dès que Dembaya s'est levé, l'information, les échos sont partis de bouche à oreille, par téléphone, dans tous les quartiers, donc de façon spontanée, tout le monde a barré la route, donc de l'entrée de la ville jusqu'à la sortie. Alors, de votre constat, de votre regard de journaliste, est-ce que c'est que M. Ndiaye nous dit, par exemple, qu'on ne s'est attaqué à aucun édifice, aucune personne? Est-ce que cette réalité, vous la confirmez? Bon, là, à ce niveau, dans la nuit d'hier, dans les environs de 23 heures, nous apprenons qu'au niveau du motel qu'on appelle Benda, dans le quartier, dans le secteur 400 bâtiments, quartier Yomboya, et les véhicules de la société UMS, c'est là-bas ils garent. Donc les jeunes sont partis s'attaquer à ces véhicules-là. Il y a eu certains véhicules qui ont été caillassés, les vitres cassées. Donc c'est ce que nous avons appris comme casse depuis hier. Et nous venons de parler aussi avec certains leaders, jeunes leaders de la localité, qui étaient vraiment les pionniers de la dernière manifestation, qui se sont retrouvés dans la commission de suivi et réflexion, qui maintenant, leur rôle, c'est de sensibiliser les jeunes de part et d'autre et rester intermédiaire entre les autorités et la population. Ces jeunes nous ont dit que dans la nuit d'hier, ils ont essayé de sensibiliser les jeunes qui ont barricadé la route, mais ces jeunes sont hostiles quand même à entendre de la levée de barrage. Personne ne veut entendre de dire de lever le barrage. Mais comme ils ne veulent pas entendre ça, ils les ont demandé quand même de faire une manifestation pacifique pour réclamer leurs droits, de ne pas faire les casses comme la fois dernière. Est-ce que vous-même vous confirmez également que le camion transportant le groupe électrogène pour Boké est effectivement arrivé dans la localité? Oui, ce camion, bien sûr, il est passé devant moi. On était au niveau de ce café dont je vous parlais auparavant. On était à ce niveau lorsque le camion passait. C'était dans les environs de 20 heures. C'était 19h et quelques. Mais c'est juste après cela qu'on a entendu qu'il y a eu barrage au niveau de Dembaya. Alors, aujourd'hui, comment la situation évolue? Je vais ajouter, c'est que, voilà, quand j'ai joint le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbia, ce matin, il me disait qu'il demande aux jeunes vraiment de rester calmes et patienter, qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour le retour rapide du courant. Et après le moteur qui est venu hier nuit, et il y a une autre équipe qui quitte son système à 9h à Conakry pour Boké, pour réparer aussi ce qui est en panne au niveau de la centrale de Koulfaya. Alors comment la situation évolue ce matin? Et ce matin, il y a un calme précaire qui règne à Boké, seulement les barrages restent maintenus, il n'y a pas de circulation. Et à des endroits, on peut constater des pneus brûlés ou bien des tables brûlées. Mais la population, chacun est en train de marcher à pied pour vraiment satisfaire les besoins primaires. Tels que au marché central, il y a les marchands de condiments qui sont là quand même pour satisfaire le panier de la ménagère. Mamadou Djoulde Diallo, correspondant du site guinématin.com dans la région de Boké. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Et très bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Je vous le disais également à l'entame de cette émission que selon des informations, les pèlerins guinéens commenceront à regagner le pays à partir du 15 septembre prochain. Mais avant cette date, ils sont nombreux parmi eux qui traversent aujourd'hui des moments difficiles à cause de la mauvaise organisation de ce Hajj. Cette autre information est abordée par nos confrères du site africaguinée.com. Assimiou Souare en est l'administrateur général. Il est déjà en ligne, Daouda Mohamed Kamara. Assimiou Souare, bonjour. Bonjour,
Condé, bonjour à tous les auditeurs de Chérie FM. Merci ce matin d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'administrateur du site africaguinée.com. Vous avez traité de cette information, soi-disant que les pèlerins guinéens seraient aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés du côté de la Mecque. Comment d'abord vous êtes rentré en contact avec ces pèlerins? Écoutez, comme vous le savez, avant d'être journaliste, nous sommes d'abord et avant tout des citoyens, et donc chacun d'entre nous a quasiment au moins un parent du côté de la Mecque. Donc voilà, nous nous sommes intéressés un peu à ce sujet parce que avant même leur départ ici même à Conakry, on avait fait un reportage du côté du centre islamique de Donka et on avait constaté d'énormes failles à ce niveau, côté bien sûr l'organisation de ce pèlerinage. Et je pense que c'est ce qui a continué jusqu'à Jeddah où, figurez-vous que depuis le 4 septembre dernier, le Hajj a pris fin et ceux-là qui disposent de moyens ont pris les vols commerciaux pour regagner Conakry et, passez-moi l'expression, nos pauvres pèlerins sont encore une fois bloqués sans pour autant savoir vraiment à quel sens se vouer. À quel sens se vouer? Lorsque vous parlez des difficultés rencontrées par les pèlerins, de quelles difficultés s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de nourriture, les vols retardent? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, le problème, sinon les problèmes sont de plusieurs ordres. Premièrement, il y a eu l'éloignement de leur lieu d'hébergement disons de la Kaaba. Vous savez que quand vous arrivez pour le pèlerinage, chacun sollicite un peu d'être proche de la Kaaba puisque vous êtes appelé à venir à cet endroit. Voilà, de cet endroit, vous êtes appelé à venir à cet endroit plusieurs fois par jour. Et donc, deuxième difficulté rencontrée par nos compatriotes, c'est bien sûr le désintéressement de ces guides. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux, ces guides qui sont désignés par le secrétariat général aux affaires religieuses pour justement accompagner nos pèlerins du côté de la Mecque. Mais d'après plusieurs témoignages, ces guides-là, une fois arrivés sur le lieu, ne s'intéressent plus, voilà, ne font pas correctement, sinon pour la plupart d'entre eux en tout cas, ne feraient pas correctement leur travail. Ils sont là, voilà, et la troisième difficulté, justement, c'est la faiblesse des ristournes, c'est-à-dire des perdièmes qu'on leur accorde, et c'est ce qui leur permet de subvenir à leurs petits besoins une fois arrivés là-bas. À un moment donné, c'était le montant tournait autour de $500 et ce montant aurait été revu à la baisse. Et hier j'ai échangé avec un de nos compatriotes qui est toujours du côté de la Mecque, qui m'a dit que même lors de la fête de la Tabaski, il n'a pas pu se trouver un mouton, et que puisque la religion l'exige, il a fallu qu'il jeûne pendant 3 jours. Et figurez-vous que du côté de la Mecque, la température aussi entre 40 jusqu'à 5 ou un peu plus de 50 degrés. Donc vous pouvez imaginer dans quelles conditions il a pu un peu respecter ce principe religieux. Et donc si vous faites une petite comparaison avec nos voisins sénégalais ou même ivoiriens, ces derniers, les convois qui doivent ramener leurs pèlerins ont déjà pensé à embarquer du côté de la Mecque, et jusqu'à date, le premier convoi n'est pas encore annoncé ici même à Conakry. Il a annoncé le 15 septembre. Alors, une dernière question peut-être. Lorsque vous parlez par exemple de guides, parce qu'on sait qu'il y a un groupe qui est détaché par le secrétariat général, il y a aussi des guides, des agences de voyage, des privés qui sont sur le terrain. De qui s'agit-il exactement? Est-ce que les guides qui sont au compte du secrétariat ou les privés? Qui a abandonné les pèlerins? Bon, c'est beaucoup plus les guides qui ont été désignés par le secrétariat général aux affaires religieuses, parce que, comme vous le
savez, il n'y a pas même que les guides, il y a aussi des médecins qui ont été dépêchés sur les lieux. Mais figurez-vous que jusqu'à leur départ ici, à Conakry, ils n'avaient pas encore reçu leur per diem. C'est comme un peu le cas très souvent du CIVI national où les joueurs ou les encadreurs ne reçoivent pas à temps leur prime. Donc vous pouvez imaginer déjà après quelle prestation ils pourraient faire une fois arrivés sur les lieux. Assimio Soare, administrateur général du site africaguinée.com. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci. Bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, avec qui on va aborder de son récent séjour dans l'arrière-pays, l'accord de financement passé entre la Guinée et la Chine, également l'organisation des élections locales d'Aouda. On a suivi les deux premiers sur la situation à Boké, ensuite le cas des pèlerins guinéens du côté de la Mecque. Oui, comme je le disais d'ailleurs à l'entame avec la situation des bokeh, c'est qu'aujourd'hui, les autorités le plus souvent promettent gros devant les pressions des citoyens et au finish, on constate qu'on ne dispose pas de moyens réels pour répondre à les moyens suffisants pour répondre à ces préoccupations. Mais puisque la pression est là pour calmer les nerfs, on accepte tout devant les manifestants, mais au finish, on se trouve qu'il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, de l'autre côté également, on continue à éduquer les citoyens à la violence, parce que pour obtenir quelque chose aujourd'hui, il vous suffit tout simplement d'être violent, de barricader les routes, de brûler les pneus. On voit avec l'opposition républicaine, par exemple, avec les acteurs politiques, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, on passe à la violence et directement on l'obtient, même si on ne l'obtient pas à 100%. Mais quand même, il y a un début de satisfaction. Mais aussi, le danger à ce niveau, c'est que si, à un moment donné, on n'est vraiment pas capable de résoudre un problème, il va être difficile pour les autorités d'obtenir la confiance de la part des citoyens. Parce que on va manifester pour obtenir quelque chose, on sait que on sait pertinemment que les autorités ne sont pas à mesure de satisfaire cette revendication. La demande est forte. La demande est forte et les moyens sont limités. Et les violences vont continuer. Ça va paralyser les activités économiques ou d'autres activités. Ça aggrave la pauvreté. Ça aggrave la pauvreté, comme aujourd'hui le cas de Boké. Si tout est paralysé, vous ne pouvez pas traverser Boké, que vous soyez en provenance de Sangaredi, de Kamsar, ou de Kolabou ou même de Conakry, vous ne pouvez pas traverser Boké. Et il y a des opérateurs économiques quand même, il y a des commerçants qui sont sur cette route, qui parfois transportent des marchandises périssables. Jusqu'au Sénégal. Jusqu'au Sénégal, qui transportent parfois des marchandises périssables. Lorsque la route est bloquée et ils ne peuvent pas passer, ça veut dire que c'est une perte qui se construit pour eux. Des pertes très énormes qui se construisent pour eux. Donc à ce niveau, je crois que lorsqu'on promet, il faut se mettre à la tâche pour satisfaire ces revendications. De l'autre côté, ce que je voulais dire par rapport aux pèlerins guinéens, je crois que ce n'est pas la première que les pèlerins guinéens, contrairement aux autres pèlerins des autres pays, où les autorités prennent toutes les dispositions pour mettre dans un confort au moins minimum des pèlerins. La Guinée est tout le temps, si on ne traverse pas le calvaire au départ, le calvaire on le vit sur place. Et aujourd'hui on sait que parfois il arrive des décès sur le lieu, mais difficilement aussi les corps sont rapatriés, les parents sont avec beaucoup de difficultés, les parents souffrent beaucoup. Et je crois une autorité quand même sur un terrain neutre, les autorités doivent jouer pleinement leur rôle pour permettre aux citoyens de se sentir quand même en sécurité, de se sentir sous une couverture autorité. Je pense que Daouda Mohamed Kamara, parlant toujours de ce pèlerinage, j'ai comme l'impression aujourd'hui que c'est organisé comme si au moment où on proclamait le bac au niveau de la radio nationale, le seul média
qu'il fallait suivre si vous êtes admis ou pas. Ça fait, les gens, ils payent l'argent, on entasse tout le monde du côté d'abord du centre islamique. Donc, si vous entendez votre nom, c'est comme si c'est un cadeau qu'on vous fait, alors que tout le préalable a été déjà rempli, les versements sont faits, les sacrifices sont déjà consentis pour ceux qui quittent loin. Il y en a même des gens, ils viennent jusqu'à Conakry. On ne parvient pas, ils ne parviennent plus à rallier les lieux saints. Difficile pour eux de retourner dans leur village. Les démarches pour le visa, pour les passeports, crise, mort même peut s'en suivre. Si à cela, ceux qui s'en sortent encore une fois dans les lieux saints éprouvent encore des difficultés pour retourner, c'est compliqué. Moi, j'ai un oncle paternel qui a effectué effectivement le déplacement de la Mecque. Il m'a dit la même chose, qu'au dire de certains, c'est le pire pèlerinage depuis ces 50 dernières années, tellement les Guinéens ont souffert du côté de la Mecque. Il faut que les autorités essayent de revoir l'organisation du Hajj. Ce n'est pas compliqué. Le nombre de places est connu, qu'on recrute le nombre de places et le nombre de places à pourvoir et que tout cela soit organisé de façon convenable pour ne vraiment pas continuer à faire souffrir les Guinéens davantage. C'est pas une bonne chose. À présent, on va se tourner vers l'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma. Il est le président du CNOX. D'abord, la situation de Bokeh. Vous avez suivi non seulement un natif, mais également un journaliste. Chacun d'eux a relaté comment elle évolue cette situation. Écoutez, je crois que vous avez bien analysé la situation. C'est que depuis un certain temps, seuls les citoyens guinéens qui montrent les muscles ou qui sont de plus en plus, qui font usage de plus en plus de la violence sont entendus dans notre pays. Alors le cas de Bokeh, l'accord qui était signé entre les parties était très clair et le gouvernement s'est engagé à créer un certain nombre de conditions contre la paix sociale dans la localité. Alors aujourd'hui, il suffit seulement qu'il y ait des délestages pour que la population redescende dans la rue, parce que s'il n'y avait pas eu les manifestations de Bokeh, la desserte en électricité n'allait pas s'améliorer. Donc le gouvernement, à travers les autorités locales et les sociétés en présence, doivent créer toutes les conditions pour que la population de Bokeh obtienne le minimum vital. L'électricité, leur existence en dépend. Donc moi j'ai pas de commentaire à faire. Ce n'est que d'augmenter la pression pour que le gouvernement réponde aux aspirations de la population de Bokeh. Oui, mais par exemple, ces victimes collatérales, la route est barricadée. Est-ce que tout cela ne peut pas exacerber la pauvreté? Bon, écoutez, déjà c'est une population qui est pauvre. Oui, mais à 80%. Ceux qui assurent, ceux qui, par exemple, sont de passage... Convenons-en qu'il y a une sorte d'entente sociale à Bokeh. Les populations de Bokeh ne veulent plus accepter leurs conditions de vie. On ne peut pas s'imposer à un peuple, n'est-ce pas, d'aspirer au mieux-être. Donc, c'est leur droit. Peut-être c'est plus civilisé parce qu'aujourd'hui, il y a eu des pneus qui sont brûlés dans le goudron, certes, mais on a une élite politique qui nous a habitués à brûler les pneus sur les autoroutes. Alors, il faut que le gouvernement, on doit respecter la population de Bokeh parce qu'elle vit dans des conditions de vie inacceptables. D'ailleurs, c'est très courageux avec le bruit des passages de ces camions, avec la pollution de l'air dans la localité, avec tout ce que vous connaissez comme les risques liés aux accidents. Parce que les voiries ne sont pas bitumées à Bokeh. Et les routes qui sont adaptées et qui sont utilisées pour la circulation des gros camions ne sont pas réalisées pour cela. Donc, c'est important. Seule la lutte peut permettre à une communauté d'aspirer à des meilleures conditions de vie. Mais seulement, on va œuvrer à ce que la lutte se passe de manière civilisée, qu'on ne détruit pas les maisons, qu'on ne s'attaque pas aux édifices publics. Mais s'il y a les moyens, les actes qui sont mis en œuvre pour augmenter la pression sur l'autorité, pour améliorer la desserte, surtout, la classe politique actuelle nous a habitués à cette forme de revendication. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est comme si vous soutenez tout cela, hein?
Ou vous vous réjouissez? Je ne me réjouis pas que la quiétude sociale soit bouleversée, parce que c'est un obstacle au développement, mais je me réjouis que la population exige des meilleures conditions d'existence pour elle-même. Oui, mais est-ce qu'elle n'est pas pressée aussi, cette population? 2 semaines de délestage, on barricade les groupes sont en panne. Les groupes même vous savez, il y a un problème de communication aussi. Vous avez remarqué, même à Conakry, c'est tout récemment qu'on commence à communiquer sur les délestages. Sinon, quand les groupes sont en panne, il faut se précipiter, prendre d'assaut les radios. Surtout que les médias existent. Et surtout, il y a un groupe de contact avec les jeunes de la localité. Les DG doivent... En fait, c'est le dialogue. Pourquoi il n'y a pas de dialogue dans ces localités? Parce que ceux qui sont les autorités ne respectent pas les citoyens. Sinon, vous êtes là en tant qu'autorité parce qu'il y a des citoyens. Quand il y a un problème qui se pose, vous rencontrez les citoyens, vous les expliquez, vous les faites même visiter les infrastructures, les communiqués sont passés à la radio pour informer la population de tel jour à tel jour, pour des raisons de panne d'électricité, on fera ça. Donc il faut d'abord instaurer, il faut une pédagogie. Une certaine pédagogie. Ce n'est pas le dialogue au sommet qui détermine la stabilité du pays, c'est le dialogue à tous les niveaux, surtout au niveau local où la population est majoritairement analphabète. Oui, mais on s'en prend beaucoup aussi aux équipements, ce qui aussi pourrait freiner l'élan de développement. Ça c'est de l'incivisme. Parce qu'on parle des camions de l'UMS. Une société de la place à toucher. Oui, quand il y a un accident de circulation, vous savez, il faut pas. C'est regrettable que le seuil d'incivisme a atteint un niveau inacceptable dans notre pays. Ouais. Nous sommes l'un des pays les plus violents au niveau de la sous-région. Je ne parle même pas au niveau du monde. La raison est très simple. Parce que l'autorité de l'État a cédé la place à une sorte d'anarchie et l'incivisme aidant, personne ne respecte plus l'autre. Donc si ceux qui sont censés appliquer la loi ne respectent pas la loi, et ceux à qui la loi s'applique, est-ce qu'ils vont respecter la loi? On se retrouve dans la jungle. On se retrouve dans une situation qui est difficile. Il faut que l'autorité tape du poing sur la table. Et pour le faire, il faut réduire les inégalités et lutter contre les injustices. C'est la meilleure façon de construire une paix durable en Guinée aujourd'hui. Mais aussi, la meilleure façon de construire la paix, c'est d'aider la population à joindre les deux bouts. Il faut augmenter la classe moyenne. Il faut créer les conditions minimales et que l'État épuise toutes ses cartes en matière de responsabilité pour la création des meilleures conditions d'existence. Mais si on ne voit pas cette volonté, l'incivisme plus la frustration et la peur du lendemain fait que les gens sont dans une situation incontrôlable. Et que fait pendant tout ce temps la société civile dans cette situation? Déjà à Boké, je suis déjà en contact avec l'équipe sur le terrain. Nous avons une très bonne équipe à Boké et ils sont en train de travailler pour que le calme revienne dans la cité. Mais je demande à la société EDG et à toutes les sociétés qui interviennent à Boké et les autorités locales de dialoguer avec la population, d'avoir des mécanismes de dialogue et de communication. Je recentre sur 3 choses. La première chose, c'est la communication. La deuxième chose, c'est le respect des communautés. Et la troisième chose, c'est le respect des obligations légales. Pour moi, quand les 3 choses sont réunies, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait la paix dans cette localité. Alors, l'autre aspect, c'est bien ce calvaire que traversent les pèlerins guinéens du côté de la Mecque. C'est très regrettable parce que nous avons... Mais c'était même prévisible depuis Conakry déjà. Nous avons tous des pèlerins là-bas. Ouais. Moi, j'ai été appelé par un guide pour me demander d'augmenter l'argent que j'ai remis à mon pèlerin. Et que ce dernier serait parti dépenser tout son argent à Madina. Alors, je l'ai dit, mais moi, je ne suis pas un argentier. Ce que je l'ai donné, le pèlerin doit gérer ça pour sa dépense. Parce que j'ai calculé, effectivement, mais ce qu'il faut. Sauf que parfois, ce qui arrive, on peut dire que le départ, c'est tel jour. Les pèlerins se programment. Moi, cela est arrivé à ma maman. Malheureusement, on prolonge. Oui, non. Et en prorogeant, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas d'accompagnement. Ce que vous devez vous dire, d'abord, c'est du point de vue personnel. Il y a un problème d'organisation. Entier. Derrière, ce n'est pas seulement le pèlerinage. La Guinée a un problème d'organisation. On souffre d'un manque de capacité de planification. Donc d'organisation. Ça, c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Il faut reconnaître aujourd'hui, tant que ça, ce n'est pas réglé, il sera très difficile à la Guinée de s'en sortir. Il a fallu que j'utilise mes relations pour intervenir afin que mes pèlerins puissent partir. C'était très difficile. Ouais. Je prends un exemple.
le président du conseil préfectoral de Boké, notre représentant à Boké, il est au pèlerinage, mais il a fallu la croix et la bannière pour qu'il effectue son voyage. Il était même désespéré. Surtout que traditionnellement, quand de telles choses arrivent, on dira que l'intéressé certainement n'est pas fait pour être à la Mecque, et quand il retourne, c'est tout un acharnement contre lui, ça peut même écourter son espérance de vie. Bien sûr. Je suis même arrivé à conclure la même chose. Je lui ai dit, mais si vous êtes appelé pour le Hajj, personne ne peut arrêter. Donc sois serein, ça va se normaliser. Un jour, il m'a appelé qu'il est dans l'avion. Je dis Dieu merci. En gros, malgré toutes les réformes qui ont eu lieu, d'abord le problème des dysfonctionnements est dû d'abord au changement de leadership à la tête du ministère à quelques mois. C'est l'un des départements aussi qui a enregistré beaucoup d'instabilité à l'image du ministère de la Sécurité. Donc en gros, la réalité est qu'il faut aussi diminuer les injonctions de l'administration publique dans la gestion du pèlerinage. Il faut faire confiance à une structure hybride qui est composée de représentants du privé et du public, qui aura toute la plénitude, n'est-ce pas, de programmer, de planifier les choses à temps. Mais autre chose, il faudrait bien que les familles comprennent, c'est pas n'importe qui doit aller au pèlerinage, il faut le reconnaître. Avant d'aller au pèlerinage, l'argent que tu dépenses pour le pèlerinage, tu dois avoir l'équivalent ici. Le double. Presque, donc l'équivalent ici pour le retour. Pour la sauvegarde tout à fait, le maintien de la famille. Donc il ne faut pas se précipiter pour faire les choses. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller en même temps. Donc il y a des points de vue, les problèmes qui sont liés à l'organisation de la famille. Il y a des problèmes qui sont liés à l'organisation des Hajj. Qui ont pris de l'âge. Donc cette fois-ci, je crois que ça a été un peu décanté cette fois-ci, et ce qui est un élément de réconfort important. Mais en tout tas de causes, nous avons un problème réel de planification en Guinée. Voilà qui est bien dit. À présent, on va passer au premier point inscrit à l'ordre du jour. C'est votre récent séjour à l'intérieur du pays. On voit sur votre page Facebook, d'une étape à une autre, des publications, des prises de contact avec la base. Tout cela, pour quelles raisons? Écoutez, notre retraite en décembre 2016, il a été recommandé par tous les démembrements du CNOX d'organiser des visites à l'intérieur du pays pour être au bain des réalités de la Guinée profonde. Je vais vous dire, le plus grand plaisir que j'ai eu depuis que j'ai occupé cette fonction, c'est du fait que j'ai passé tout ce temps à l'intérieur du pays. Vous n'allez pas comprendre la Guinée sans séjourner à côté de nos citoyens, de nos concitoyens de l'intérieur du pays. Pourtant, nos acteurs politiques et les gouvernants pensent que la Guinée, c'est Conakry. Effectivement, c'est le mirage de Conakry. C'est le mirage urbain, comme on le dit. Il faut, je vais vous dire, même si je vais à l'intérieur du pays pour un sacrifice, je profite de l'occasion pour aller discuter avec les communautés. À Farana, j'ai eu 17 entretiens. 17 entretiens avec les jeunes, avec les femmes, avec les sages, avec les religieux, avec les cadres. Alors, ces entretiens-là étaient très utiles parce que ça m'a permis... J'ai fréquenté des villages, des districts de l'intérieur du pays. Et je n'ai pas publié encore les photos. J'attends le bon moment pour ne pas fatiguer mes visiteurs. Mais aujourd'hui, la réalité de la Guinée profonde, il y a un manque criard d'infrastructures. On parle d'écoles, des constructions d'écoles. Mais vous voyez les conditions dans lesquelles ces écoles sont. Vous voyez, surtout dans la région de Farana, il y a 80%, d'ailleurs 90% de cases dans les villages. 90% de cases dans les villages. Alors, vous voyez, il y a une sorte d'incendie. Tout à fait, tout est ravagé. Il y a une sorte, c'est comme si je prends la croissance 6%, je le compare à la situation de la Guinée profonde. Je me dis, mais comment les ressources de la Guinée sont redistribuées? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dinosaures géants, n'est-ce pas, qui sont là, qui absorbent l'essentiel de nos ressources au détriment du bas peuple? Parce que leurs conditions de vie sont très difficiles. C'est les femmes qui labourent dans cette région de la Guinée. Les femmes, quand vous prenez 80% des travaux champêtres, c'est fait par les femmes, par nos mamans. Avec ça, ils font les travaux de ménage. Ils font le petit commerce pour nourrir la famille. Alors, ça veut dire l'élan de vulnérabilité de la femme guinéenne est à un seuil inquiétant.
C'est pourquoi il faut maintenant une femme à la tête du pays. Pourtant, Dr Dansar Kourouma, quand on parle par exemple des difficultés à Conakry, on dit que ça ne va pas. Les autorités qui sont tout le temps à l'intérieur nous apprennent que vous pensez que le paradis c'est à Conakry. Le paradis, allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, allez dans les villages, dans les préfectures, vous comprendrez que le progrès, il est vraiment en marche. Écoutez, une étude comparative entre les régions, parce que j'ai fait toutes les régions, ça me reste pour le moment la région du Fouta, que je n'ai pas fait pendant mon périple actuel. Il y a quand même de l'évolution dans certaines localités, surtout où il y a des activités minières. Mais c'est une évolution anarchique. C'est une évolution qui ne ressemble pas à l'ordre social, à l'ordre économique et politique normal. Donc c'est pas durable. Donc c'est pour vous dire une fois encore, le manque d'élus locaux légitimes, c'est l'un des facteurs essentiels du désordre à l'intérieur de la Guinée profonde. Le désordre n'est pas les manifestations pour brûler les pneus. Nous avons une population calme, résignée. C'est la résignation totale. Alors, la campagne agricole a mis quand même les communautés en mouvement, mais ce n'est pas d'une année à une autre qu'on peut bénéficier de l'impact de la campagne de l'agriculture. Oui. C'est un investissement à long terme. Parfois, ce que tu investis est plus que ce que tu récoltes au début. Donc, l'État a besoin d'une politique interventionniste à l'intérieur du pays, mais comme les autorités locales, qui sont essentiellement les maires, disons les conseils communaux, ne sont pas légitimes, c'est des délégations spéciales, parfois qui n'ont aucune crédibilité au regard des citoyens, les populations ont décidé de se résigner. Vous allez voir des mairies qui ne traitent même pas de cas parce que personne ne vient les saisir par rapport à leurs problèmes. En gros, la nécessité de consultation locale s'impose pour qu'il y ait une cohérence entre l'élan de développement prôné au niveau du sommet, pour que ça se répercute à l'intérieur du pays. C'est important. Et on a besoin d'une structure tampon, qui sont les conseils locaux. Votre mission de la société civile aussi, c'est certes informer, alerter sur des situations qui prévalent dans nos différentes localités. Aujourd'hui, quand on prend le cas de Nzérékoré, de Guékédou, de certaines localités en Haute-Guinée, Kankan-Ségiri et autres, c'est bien ces remous sociaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour amener les citoyens à conjuguer avec vos démembrements de la société civile dans ces localités pour maintenir la paix, la quiétude? En fait, la paix a un prix. Il faut bien qu'on se le dise, la paix a un prix. Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Et ça a un prix. C'est l'éducation, c'est le progrès social et économique, c'est l'ordre politique, c'est l'honnêteté et l'efficacité de l'administration, donc la qualité des services fournis, c'est l'éducation civique, c'est les mentalités. Bref, l'ensemble de ce paquet, on ne peut pas dire, la société, je vais vous dire, l'interface réelle des citoyens à l'intérieur du pays, c'est la société civile. Je demande à l'État guinéen de faire une enquête. Les problèmes sociaux au niveau national sont réglés à 80% par les représentants de la société civile qui travaillent avec les sages. J'ai été très, très, très vanté quand j'ai rencontré le patriarche de Nzérékoré, de Lola, de Yomu, qui m'ont dit, grâce à la société civile, on préserve la paix sociale ici. Des témoignages vidéo, je les ai. Ça veut dire, même si on n'a pas les moyens, la population locale fait confiance à la société civile. S'il y a des conflits violents, d'abord, c'est les acteurs de la société civile qui sont autorisés à intervenir à l'intérieur du pays. L'administration est persona non grata dans ces débats. Prenez le cas de la crise de Bokeh. C'est la société civile qui a ouvert la voie. Oui, on a vu, et je viendrai avec cette question tout à l'heure, on a vu récemment à Guékédou où le préfet a été, à un moment donné, incapable de faire entrer la jeunesse et les femmes qui s'étaient levées pour le départ de ces deux secrétaires généraux. C'est une raison pour laquelle la société civile à l'intérieur du pays, tout le problème c'est à Conakry. C'est ici où des géants se lèvent qui n'ont aucun pied, qui disent qu'ils sont société civile. Mais à l'intérieur du pays, il y a une sorte d'occupation du territoire qui fait que les personnes qui sont à la tête de cette structure à l'intérieur du pays sont écoutées par la population.
On a adopté un mécanisme lors de notre planification stratégique. Nous allons nous recentrer d'ici 2020 sur le contrôle citoyen de l'action publique et le suivi des politiques publiques d'une manière globale. Parce qu'on s'est rendu compte, avec les fêtes tournantes de l'indépendance, qui était une grande opportunité pour la Guinée, et surtout la Guinée profonde, de changer son image de marque. Ne serait-ce que. Ce n'est que changer son image de marque, en ayant des infrastructures dignes de nom. C'était une action que la société civile a saluée. Mais je vais vous dire la réalité. Ces projets ont été très, très mal gérés. Et très politisés. Politisés, instrumentalisés, mal gérés. Tous les mots que vous connaissez, les marchés gré à gré. On va se battre pour avoir les marchés qui sont les travailleurs de l'ARMP, les grands projets. Oui, alors, donc en gros, nous avons un document sur les fêtes de Bokeh, sur les fêtes de Mamou, sur les fêtes de Zérékoré. Et j'ai engagé l'enquête sur les fêtes de la Haute-Guinée. Le document sera rendu public, mais c'est un document que j'ai déjà remis aux autorités pour ressortir entre ce qui est prévu, ce qui est réalisé et ce qui a été décaissé, quels sont les écarts. La préfecture de Beila a un taux de déperdiction de plus de 71%. C'est-à-dire, ils ont perdu 71% de ce qu'ils devaient bénéficier depuis plus de 5 ans après. Pourtant, docteur Dansa Kourouma, les marchés le plus souvent où la gestion de tous ces travaux sont le plus souvent confiés aux natifs même, aux ressortissants même des localités, aux entrepreneurs locaux. Oui. D'ailleurs, non, le suivi est confié le plus souvent aux ressortissants pour dire qu'ils doivent avoir le sentiment de mener à bien les travaux. C'est justement ça le piège. C'est ça le piège. Il y a une question d'impunité qui s'installe quand c'est un ressortissant. Je vais vous donner un exemple. Je ne cite pas de nom, permettez-moi, parce qu'il y a une action qui est en cours. Il y a un ressortissant que j'ai attaqué devant la police économique et financière. J'oublie le nom. La police des mers, quelque chose comme ça. Nous avons la procédure est en cours et aujourd'hui une partie de la communauté s'est levée pour dire non, il est descendant de tel. J'ai dit à Beila, du haut de la tribune, même s'il est ascendant. Je dis celui à qui il s'identifie là, si ce dernier vivait, il allait le crucifier par son acte. Ouais. On vous donne un projet pour la construction des marchés de tel nombre, vous nous réalisez. Le président de la République, quand il est venu à Beila, il dit que le marché de Beila ressemble à un poulailler. Yeah. Et c'est lui qui a financé. Est-ce qu'il a interpellé quelqu'un? Il a arrêté quelqu'un? Non. Alors, mais comme c'est la communauté qui est bénéficiaire de l'infrastructure, elle s'est levée. La société civile de Beila a fait une enquête. Ils ont saisi la société civile nationale. J'ai pris le dossier. J'ai rencontré le chef de l'État. J'ai rencontré le ministère de l'administration du territoire. J'ai rencontré l'agent d'exécution, de contrôle des grands projets. Ils ont diligenté une enquête sur le terrain pour confronter avec l'enquête de la société civile. Leur enquête était encore plus grave que celle que nous avons réalisée. Ça veut dire, avec un taux de décaissement de près de 80%, nous avons un taux de réalisation moyen de 33% depuis plus de 5 ans. Ça, c'est le cas de Beila. Et vous savez que Beila est une localité qui manque tout. Ouais. Et les ressortissants de Beila sont là. Et je les ai rencontrés, je les ai galvanisés pour qu'on introduise l'action en justice. Et on attend, et d'un moment à l'autre, ce dossier sera sur la table de la justice. Oui, Beila particulièrement, il faut le dire, lorsqu'il s'agit des conflits interpersonnels, on a vu le cas de Nyonso Moridou, par exemple, entre les Fofana et les soirées, où les gens sont en train de croupir encore en prison. Il y en a qui meurent d'ailleurs en prison du côté de Kankan. On va rester toujours à l'intérieur du pays, à Guékédou particulièrement également. C'est aussi une ville qui est réputée être une ville de violence, de cycle de violence. Est-ce que la société civile de ce côté, elle est aussi active? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des manipulations carrément politiques qui sapent toutes les actions ou les actes allant dans le développement de la culture. Pour être franc, notre société civile de Beila a besoin d'un toilettage. Non, de Guékédou a besoin d'un toilettage. C'est ça l'identité, parce que j'ai rencontré la société civile de Guékédou avec tous les présidents des conseils sous-préfectoraux. Je me suis rendu compte que nous avons un problème.
parce que les problèmes sont si nombreux, si complexes, que parfois les équipes qui sont chargées sont disqualifiées par rapport au poids des faits. Ils ont besoin d'un renfort. Il y a une mission du Bureau national qui ira à Guékédou les jours à venir. On va travailler pendant une semaine pour essayer de renforcer l'équipe et les ONG aussi qui travaillent sur le terrain. Chacun travaille de manière isolée. Et comme la plupart des ONG de Guékédou sont dirigées par les natifs eux-mêmes, à cause de la rébellion et tout ce que vous savez, beaucoup sont venus se reconvertir dans les ONG et ils ont du mal à être impartials dans leur jugement. C'est pourquoi ils ont besoin d'un renfort pour aider un peu à coordonner l'intervention au niveau de Parce que je connais un peu le cas de Guékédou avant de passer à l'autre élément. Je connais un peu le cas de Guékédou où depuis après le passage de la guerre, Guékédou se retrouve aujourd'hui divisé en deux, natifs et étrangers, alors que par le passé, il n'y avait pas cela à Guékédou. Vous saviez que j'ai fait l'école primaire à Guékédou? C'est comme moi, j'ai fait l'école primaire jusqu'au secondaire à Guékédou. Je suis aussi imprégné. Moi, je n'accepterai pas que je sois considéré comme allogène. Moi, je suis natif de Guékédou. Oui. Donc, parce qu'avant, il n'y avait pas ça à Guékédou. Oui, les jeunes de Guékédou, quand je prends Bénédi, il est Oularé. Il est Oularé de Farana. Mais exactement, mais il est... Sa maman est Kissienne. Moi, je suis Camara, mais je suis plus de Guékédou que d'ailleurs. Donc il faut qu'il y ait un débat, mais je vais vous dire une réalité pour conclure ce point. Notre élite n'est pas sincère avec elle-même. Elle n'est pas sincère avec sa communauté. Parce que les gens sont utilisés pour représenter leur communauté dans le gouvernement, ce qui est un grand problème parce qu'ils ne font pas consensus. Moi, je préfère que nous renforçons la gouvernance locale pour que la communauté elle-même elle s'organise, elle organise son leadership, elle définit ses priorités et elle dicte les directives pour son développement. Mais un ministre ressortissant d'une localité, un acteur politique qui vient... Chacun utilise la communauté pour se faire une place au soleil. Il ne faut pas que le président de la République glisse sur cette peau de banane, c'est-à-dire les nominations sur base de ressortissants. C'est vrai, on est un pays où ces stéréotypes existent, mais on doit nommer des personnes efficaces, pas des personnes obligatoirement qui sont imprégnées. Mais si c'est des actions à but électoraliste, c'est très difficile pour conserver la culture sociale dans ces localités. L'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. On va aborder à présent l'accord de financement. Le montant total, c'est 20 milliards de dollars américains. Il a été paraphé récemment entre les deux gouvernements, guinéens et chinois. Et on a vu le ministre d'État à la présidence chargé des investissements publics-privés, Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui a donné d'amples explications par rapport aux tenants et aboutissants de cet accord. Hier, dans ce même studio, le Premier ministre et aussi chef de gouvernement Mamadi Yula est revenu aussi déçu. Quelle perception au niveau de la société civile on fait de ce dossier? D'abord, d'une manière globale, nous saluons cet engagement de la Chine à mettre cette manne à la disposition de la Guinée. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si nous n'avons pas de l'argent, on ne peut rien faire. Et nos ressources non exploitées, non valorisées, ce n'est que de la poussière. Et alors, il vaut mieux de les déterrer et construire des habitations que de continuer à rêver pour la Guinée. Scandale géologique depuis environ 60 ans. Le pays est dans une situation rudimentaire encore. Alors, c'est un bon business, cette promesse de financement, même si elle se mettra en place. 1,2 milliard décaissables immédiatement. C'est une manne financière qui peut aider à faire décoller beaucoup d'activités dans ce pays. Mais je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des dinosaures qui ont les mosasaures. Les dinosaures ont plusieurs noms. J'ai encore oublié les streptosaures qui sont cachés dans l'ombre, qui sont en train d'absorber. Il y a une image d'illustration que le journal Lynx présente souvent, des dinosaures cachés qui absorbent des dollars. Alors, la plus grande inquiétude que nous avons au niveau de la société civile, j'ai été très critiqué par les grands négociateurs de ces fonds à travers ma page Facebook. J'ai dit c'est une grande opportunité, mais qui contient des risques. Le mot risque m'a fallu toutes sortes d'attaques, d'injures, mais je m'en fous de cela. Je les ai dit que rien ne me fera taire dans ce pays-là.
au moins l'histoire retiendra, même si je n'ai pas pu changer les choses, que je n'ai pas été complice de certaines choses. Alors, la réalité est que le montant, il est important, il le faut pour la Guinée, mais il faut un plan d'utilisation de cet argent. La première inquiétude, c'est ça. La deuxième chose, nous avons un mécanisme de gestion des finances publiques qui est très faible en termes de capacité. Ouais, la capacité d'absorption est faible. Et les structures de gestion financière sont très faibles. Le secteur privé guinéen est très faible. Alors, pomper cet argent-là dans une économie qui est en construction contient aussi des risques, et une autre partie des risques. Ouais. La troisième chose qui me semble être importante, c'est la transparence de la transaction financière. Je n'ai pas eu encore le document de ce contrat dans l'intégralité. Peut-être si vous l'avez, aidez-moi à l'obtenir. On attend. Il faudrait que nous ayons ce document, qu'il soit publié sur le site du gouvernement. Ça a été fait au Nigeria. Je suis un ami du Nigeria. Le contrat avec la Chine au Nigeria était de 80 milliards de dollars. Avec la réalisation du chemin de fer tout récemment qui a démarré de 1400 km, ouais. qui se chiffre à 17 milliards de dollars seulement, le chemin de fer qui a été financé sous forme de prêt de la Chine pour le Nigeria. Alors, c'est le pétrole nigérian contre 80 milliards de dollars. Ce n'est pas une nouveauté. Ceux qui pensent que les ressources contre la bauxite, les ressources contre l'argent, que c'est... Non. Les ressources... C'est vendre la Guinée à la Chine. On n'est pas capable, d'exploiter nos ressources. On n'a même pas l'expertise pour faire la prospection. On ne peut même pas contrôler efficacement la qualité des ressources qui sortent. Ouais. Ça veut dire, si on n'a pas un partenariat de ce genre, il est difficile pour créer la prospérité que nous rêvons. Donc, les trois craintes-là sont là, elles sont entières. Il faudrait bien que le document soit publié. La société civile, à travers l'Association guinéenne de la transparence, et nous avons un groupe thématique gouvernance économique qui va étudier le dossier et nous allons interagir avec toutes les institutions du pays pour que les garanties en matière de transparence soient là, les garanties en matière d'efficacité soient là et les garanties en matière de traçabilité soient là. Mais si on crie au scandale pour ces 20 milliards de dollars, d'abord, on parle de projets. Et la Guinée a besoin de projets d'infrastructures importants pour le transport de la bauxite. Tout à l'heure qu'on n'a pas d'infrastructure à l'intérieur du pays, on en a besoin, mais aussi pour le transport. Et d'ailleurs, on a besoin de superstructures, n'est-ce pas, ou de méga infrastructures pour aider le chemin de fer. On a besoin de milliers de kilomètres de chemin de fer. On a besoin d'un port minier digne de nom. On a besoin d'autoroutes dignes de nom pour aider à développer les activités connexes qui sont liées au secteur minier. C'est inadmissible que entre Conakry et Sigiri, nous n'avons pas d'autoroute. Et pourtant, il est important que les activités économiques à partir de Sigiri soient alimentées à partir du port de Conakry. Mais les Sigirinkas sont obligés de se rabattre sur le Mali voisin et le Burkina sur certaines trames. Bref, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de l'argent, mais ce qu'on a besoin de beaucoup plus, qui est important et vital pour tout ça, on a besoin de vision politique, on a besoin d'hommes capables de gérer efficacement et de manière efficiente ces ressources. D'une intégrité irréprochable. Il n'y a pas l'irréprochable en matière d'intégrité. C'est vrai, mais ce qui est important, les Guinéens qui soient capables de mettre l'intérêt collectif au-dessus de leur intérêt personnel. Je répartis, vous avez 100% d'intérêt, vous prenez 40% pour votre intérêt personnel, mais les 60% vous l'utilisez pour l'intérêt général. Ça peut aider le pays à se développer. On ne peut pas priver un cadre qui... C'est pourquoi certaines responsabilités, on parle de parachute doré pour les grands chefs d'entreprise. Parce que vous gérez une certaine manne financière, votre condition de vie ne vous permet pas de résister à la tentation, c'est que vous ne pouvez pas poser d'action efficace. Mais il faut créer les conditions. Mais le problème de la Guinée, c'est la gestion rationnelle des ressources. Nous avons des ressources, mais nous ne les gérons pas bien. Autre chose qui nous manquait, c'est la capacité de négociation du pays. C'est vrai, on n'a pas encore le contrat, mais il faut des grands cabinets pour aider à négocier ces transactions. Les négociateurs l'ont dit. Les négociateurs. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, d'accord. Oui, ils l'ont dit. Qu'ils ont été aidés par des cabinets belges. Et même hier, le Premier ministre c'est important ça. La capacité de gestion du pays, c'est maintenant avec... moi, je ne mets pas la saleté sur tous les Guinéens. Le ministre Kassouri, c'est vrai, il a été très actif dans la négociation de ce fonds. C'est important, il faut le reconnaître. Mais l'élément clé, c'est l'utilisation rationnelle de ces ressources pour booster le développement du pays. Mais justement, à ce niveau, on a posé cette question au Premier ministre. Il dit que si les gens pensent que cet argent peut être détourné, ça va être compliqué dans la mesure où
ce n'est même pas un centime ne tombera dans le trésor public. Voilà, sur le compte du trésor public. C'est une façon de parler. C'est les banques chinoises qui vont directement payer, voilà, qui vont directement payer les entreprises chinoises, puisque tous les travaux, toutes les activités seront menées par les entreprises chinoises. Le cas de Kalita, c'est un élément important. Dans un méga projet, dans les méga projets de ce genre, il y a différents niveaux. Il y a la réalisation. D'abord, il y a les études. Il y a la réalisation. Il y a aussi dans la réalisation, il y a le contrôle. Il y a la sous-traitance. Il faut que le projet profite aux entreprises locales aussi. Parce que, à travers la sous-traitance. Tout à fait, à travers la sous-traitance. Mais si on imagine que la plupart des grands projets, la plupart des grands projets en Guinée sont donnés de gré à gré, avec les réalisations, la faible capacité de réalisation de nos entreprises, les conditions de décaissement. Parce qu'on tue nos propres entreprises, on les donne des marchés, le décaissement n'est pas là. Si c'est des entreprises étrangères, on se dépêche pour faire des décaissements préventifs même. Ouais. Si c'est des entreprises locales, elles sont asphyxiées, on donne en compte-gouttes. Parfois, avec le gré à gré, le projet perd au moins 30 fois sa valeur. Et ce qu'on réalise n'est pas conforme. Il y a des infrastructures qu'on est en train de réaliser qui se sont détériorées avant la remise même de la clé. Yeah. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on respecte nos entreprises locales. L'État doit avoir une politique de renforcement, mais aussi de promotion de l'entrepreneuriat au niveau local. C'est ça qui peut absorber tous ces milliers de chômeurs qu'on a dans notre pays. Donc, dire que cette entreprise, c'est la Chine directement à l'infrastructure, c'est une façon de parler. D'abord, la Guinée a une très faible capacité pour ficeler des projets. La rencontre Guinée-Inde et la rencontre Afrique-Inde, qui s'est tenue il y a, je crois, 2 ou 3 ans, la Guinée, c'est un pays qui a présenté moins de projets. J'ai appris qu'il n'avait que 14 projets pour la Guinée. Au moment où d'autres pays étaient dans les centaines de projets, nous, on n'avait que 14 projets ficelés. Ça veut dire, au-delà des opportunités de financement qu'on a, il faut avoir des capacités pour porter des propositions et de montage de dossiers bancables. Donc, je suis d'accord sur l'optimisme de monsieur le Premier ministre, que j'encourage tellement, mais ce qui est important, il ne faut pas tourner le regard sur la vraie réalité de la Guinée. Nous avons une incapacité de ficeler des projets bancables et nous avons une incapacité ou une faiblesse de la capacité de contrôle des réalisations. Parfois, ce qui est financé, ce qui est réalisé, la déperdition peut être importante. Oui, toujours sur la même question, on a vu également certains acteurs politiques, si d'un côté on s'abstient de tout commentaire, il y en a aussi qui sont permis le commentaire jusqu'à aller, d'aucuns diraient, à conduire leurs militants en pleine brousse, en disant que la Guinée, d'abord, est vendue à la Chine, mais de l'autre côté, on estime aussi que, puisque ce régime n'a plus que 3 ans de mandature pour quitter, comment on peut engager un projet de 20 ans? Mais justement, c'est un manque, c'est une sorte de cécité politique, ça. Alors, la réalité est qu'il faut être dans un exercice de planification à long terme, à moyen terme et à court terme. Yeah. On est sur le PNDS jusqu'en 2020. C'est un exercice que j'ai beaucoup salué, même si on a du mal à trouver les financements pour la réalisation du PNDS, mais c'est un exercice important. La Guinée Vision 2063, la Guinée Vision 2030, bref, on doit avoir des grandes planifications à court, à moyen, à long terme. L'État étant une continuité. D'ailleurs, c'est le président Alpha Condé, dans ce sens, il a été très large. Parce que négocier un projet sur 20 ans, ceux qui viendront, ils sont libres de revoir les clauses du contrat. Ouais. Mais dire que ce n'est pas une bonne chose, je suis désolé. Moi, par contre, je me préoccupe de la transparence de la transaction pour nous permettre, nos sociétés civiles, de suivre au nom des citoyens, donc de faire le contrôle citoyen de l'action publique. Et les projets qui sont réalisés, jouer un rôle de contrôle et aider aussi à l'identification de projets du côté du gouvernement ou des entreprises privées. Mais on a besoin d'infrastructures et quand on installe des bonnes infrastructures, ceux qui viendront après, ils vont l'utiliser. Donc l'État, c'est une continuité. Ce discours-là, je ne suis pas d'accord. Même si on est là pour 1 mois, on peut négocier les projets de 30 ans. Parce qu'on n'est pas là pour soi-même, on est là pour les autres. Un mot sur la tenue de ces élections locales. Vous l'avez dit quand on parlait de votre récent séjour à l'intérieur du pays, que c'est aujourd'hui c'est plus que crucial.
la tenue de ces élections alors que le comité de suivi s'est rencontré pour une énième fois hier. Au sortir, le porte-parole de l'opposition a estimé que ce n'est pas évident qu'on tienne ces élections d'ici décembre. Surtout que la loi rectificative, la loi de finances rectificative de 300 le budget complémentaire. Le budget total c'est 300 milliards, mais on est aujourd'hui avec 100 et quelques milliards. 100 et quelques milliards annoncés. Oui, bon. Moi je crois que l'enjeu le plus important, c'est de dialoguer sincèrement. La politique, ce n'est pas les sciences exactes. Et si les éléments, les arguments qui sont sur la table sont des arguments convaincants, il n'y a pas de raison pour ne pas qu'on se comprenne. J'ai parlé de cela, la sincérité. La sincérité, la bonne foi, bona fides. La sincérité, c'est autre chose. Vous savez, en politique, les comportements personnels ou les valeurs personnelles, je ne les exige pas sur la table. Parce que chacun est ce qu'il est. Mais je parle de bonne foi. C'est important. C'est important, la bonne foi. Même si vous n'êtes pas sincère, si vous êtes de bonne foi, et ce qui se décide, les choses peuvent bouger. Ça peut bouger. Alors, la bonne foi de la CENI a été matérialisée hier. Le président, avec une forte délégation, s'est rendu au comité de suivi. Et les gens ont très bien salué, même si moi, je suis encore dubitatif par rapport à ce que je vois, parce qu'il faut être franc. Et ce n'est pas cette mobilisation qui... C'est vrai, c'est un déclic pour assurer les acteurs du comité de suivi. Mais l'élément important, la CENI a eu le courage de présenter son chronogramme dans ses grandes articulations sur 120 jours. Et j'ai trouvé qu'il y a des délais qui sont incompressibles et des délais compressibles. Tout chronogramme, c'est ça. Mais la contrainte majeure, c'est la contrainte financière. Si on veut aller aux élections en décembre, même si c'est le 31 décembre de 2017, il faut que les fonds soient mis à disposition. Je ne dirais pas qu'il faut que les 300 milliards ou les 400 milliards des 300 milliards soient mobilisés aujourd'hui pour aller aux élections. Ce n'est pas ça. Mais les 120 milliards, je ne connais pas le chiffre exact, qui sont mobilisés, peuvent servir à exécuter des opérations qui peuvent nous aider à aller vers les élections locales. Donc, il ne faut pas que le montant annoncé soit un obstacle à tout rêve de tenue d'élections locales. Ça, c'est une mauvaise manière de communiquer. Le budget électoral, on n'utilise pas tous les montants au même moment. On a besoin, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les partenaires, j'ai très bien aimé hier l'intervention de l'ambassadeur de France, qui a demandé que la CENI communique bien avec les PTF pour voir de leur côté ce qu'ils peuvent apporter comme contribution pour la réalisation de certaines opérations électorales. Par exemple, la sensibilisation. Les PTF peuvent décider de financer la sensibilisation, même si les fonds ne passent pas dans la caisse de la CENI. Certains peuvent décider de donner du matériel, même si l'argent ne passe pas dans les mains de la CENI. Bref, s'il y a une bonne volonté politique d'aller aux élections, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Mais s'il y a des agendas cachés, les uns ont peur d'aller aux élections locales parce qu'il y a une phobie des candidatures indépendantes qui est créée. Et que vous soutenez aussi. Farouchement même. D'accord. Nous voulons que le débat se passe. On va aller avec les éditeurs maintenant. Monsieur Kaba Mamadou Diana, qui nous a boudé pendant un bon moment là. Qu'est-ce qui n'allait pas? Monsieur Diana, bonjour. Bonjour. Pour vous dire que j'étais en déplacement, j'étais à Cancan. D'accord. Plus de 2 semaines à Cancan. Je t'ai pas vu dans la danse de Mamaya, hein? Si, j'aime beaucoup danser ça. J'étais là-bas. Même si Kao Carré avait du mal à articuler les pas. Il était en compétition avec le jeune député Ali Nabé, mais malheureusement le ministre a permis. Et je voudrais d'abord présenter mes condoléances au peuple de Guinée suite au décès de El Hadj Amadou Chérif, qui était une grande bibliothèque que nous perdons. Vraiment, c'est regrettable, mais c'est la volonté divine intérieure. Et je voudrais dire à M. Kourouma encore de redoubler d'efforts. Ce pays a besoin des énergies comme la vôtre pour faire avancer les choses. Mais je crois bien que vous aussi, je vais vous remercier pour la qualité de débat que vous avez amené hier avec le Premier ministre. C'est pourquoi nous aimons écouter chez RFM, sérieusement. Vous êtes des journalistes qui n'appartiennent à aucun bord. Celui qui dira aura menti, sérieusement. J'ai aimé la qualité et c'est pourquoi je vous adore beaucoup. Et je vais dire que ces élections locales, il y a la volonté politique des deux côtés. Non seulement de l'autre côté, et le gouvernement aussi doit jouer son rôle. Mais je pense, moi je préfère, après ces élections, qu'on essaye de revoir la CENI. Le problème de la CENI, il est grave, sérieusement. La CENI qui réclame 300 et quelques milliards
comme l'a si bien dit M. Dansa, si on étale, ils font une bonne communication, les gens seront souciés. Mais s'ils veulent avoir réellement les 300 et quelques milliards, on n'ira pas aux élections. Je vous assure. Alors qu'ils étalent... Diallo Mamadou Siradjo a beaucoup patienté. On va lui donner aussi la possibilité d'intervenir. Voilà. Merci à vous, Niamadou Diana. Siradjo, bonjour. Bonjour, M. Abaka Kondé. Bonjour, Mohamed Kamara. Permettez-moi de féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Moi, je parle le débat hier du fait que vous étiez trop docile avec le Premier ministre. Ce n'est qu'une partie remise. Mais moi, je ne suis pas étonné pour le débat d'aujourd'hui avec Dr Dansa Kourouma parce que le problème de la Guinée, c'est la société civile. La société a toujours donné de la migraine au peuple de Guinée. Quand on parle je vous dis, quand on parle de la société civile, moi, je fais allusion toujours à des postes. Monsieur Dansa Kourouma qui dénonce aujourd'hui, ce n'est que des militants déguisés en société civile. Moi, ça me fait rappeler de Bensé Koussila, de Lucien Camara et de Bakary Fofana. La société civile a beaucoup fait du mal au peuple de Guinée. Mais c'est dans ta Kourouma, ce n'est pas ta personne que moi, je n'aime pas. C'est la société civile qui ne me rassure pas. Et c'est des militants qui sont déguisés en société civile. C'est eux qui sont en train de faire du mal dans notre pays. Parce que personne n'ose dénoncer, personne n'ose dire la vérité, personne ne dit le mal de la Guinée. Si vous dites que personne n'ose dénoncer, alors que vous avez dit à l'entame de votre intervention que Dr Dansa dénonce, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Abakar Kondé, les voix diffèrent. Moi, si Radio Militant et la voix de Dr Dansa Kourouma qui croit au fond de la société civile, ce n'est pas la même chose. Non, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il dénonce. Il dénonce quelque part, mais il vient à peine d'apprécier un Kassori Fofana qui a signé des accords pour vendre le peuple de Guinée. D'accord, on vous a largement compris, Siradjo. Diallo, vous n'êtes pas le seul à vouloir intervenir. 666 99 99 30 666 99 99 31. On a abordé avant l'intervention du docteur Dansa Kourouma le cas de Diallo, mais aussi des pèlerins guinéens du côté de la Mecque. Diallo Boubacar, bonjour. Oui, bonjour, TFM Guinée. Nous vous écoutons. Oui, je vais poser une question à votre invité. Allez-y. Oui, moi, selon moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait dans sa Kourouma pour aider la population guinéenne? Selon moi, quand même, c'est-à-dire, oui, je pose la question. Qu'est-ce que Dansa fait ou qu'est-ce que la société civile fait? Oui, bien sûr, qu'est-ce que la société civile fait pour aider la population? D'accord. Oui, mais vous avez voulu dire quelque chose que selon vous. Donc, selon vous, c'est quoi? Oui, selon moi, c'est-à-dire, selon moi, il ne dit rien. Parce que réellement, aujourd'hui, regardez, jusqu'à présent, c'est-à-dire, le président de la République refuse de nous organiser les élections communales. D'accord. Maintenant, quelle analyse lui fait et quelles sont les mesures aussi que la société civile envisage? On va prendre un autre auditeur. Lui, il est mon homonyme, Aboubacar. Merci Diallo. à vous, Boubacar Diallo. Un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Monsieur Oularé, madame. Monsieur Oularé, le 144. Nous vous écoutons. Bon, moi, je vais dire, la CENI a été victime de remplacement des cadres, hein. Le chef, je vais dire. Mais aujourd'hui, la CENI propose un montant faramineux. Est-ce que la CENI pourra aller en élection? Ça, ce n'est plus possible. On va traîner, on ne va pas faire l'élection. Parce qu'à partir du moment où la CENI demande ce montant, moi je suis convaincu que l'élection, ça va être des choses théoriques, mais il n'y aura pas de pratique. Le cas de Dansa, c'est un jeune qui n'a pas peur, il parle ce qu'il voit. Donc les gens le critiquent dans le vide. Il travaille bien, moi à mon avis, il dénonce. Des fois quand tu vois Dansa dénoncer le gouvernement, tu as même peur. Mais quand il y a le signe, l'aspect positif, il est libre de dénoncer, d'apprécier. Donc, moi, à mon avis... D'accord, on vous a largement compris, monsieur Oularé. Merci à vous de passer dans cette émission 666 99 99 30, 666
99 99 31. Je disais qu'on a parlé des remous de Bokeh, mais aussi de la situation difficile que traversent aujourd'hui les pèlerins guinéens pour regagner le pays. Et on a fait le tour également des activités de la société civile aujourd'hui à l'intérieur du pays, mais aussi le regard que cette société civile porte sur l'organisation des élections locales, la position de la CENI, mais aussi des 20 milliards de dollars américains négociés entre la Guinée et la Chine. Mais déjà, si on a pas... Oui, puisque 2 minutes même ne sait pas. Voilà, qu'est-ce que la société... Est-ce que, pour Siradio Diallo, la société civile ne rassure pas? Donne la migraine. Voilà, donne la migraine. Mais Boubacar Diallo qui demande qu'est-ce que la société civile fait pour aider la population, parce que pour lui, il n'y a pas d'action concrète aujourd'hui qui puisse mettre la pression sur les autorités afin de nous organiser des élections. Écoutez, le travail qui attend la société civile est énorme. Et les attentes sont énormes parce que l'État ne parvient pas à fournir le maximum de lui-même pour créer les meilleures conditions de l'espoir. Ça, les gens se rabattent sur la société civile. C'est parce qu'ils ont confiance en nous. Ils estiment que nous avons... Vous avez une arme importante pour essayer d'inverser. Mais c'est que ça nous faisons tous les jours. La société civile ne reçoit aucun rond de l'État comme subvention. Et nous bénéficions de cotisations et de l'appui de certains partenaires qui donnent les appuis quand c'est nécessaire. Mais on fait un travail de fond. Parce qu'on fait des enquêtes, on contrôle l'action gouvernementale. Mais ce n'est que les rapports que nous publions sur la réalisation des infrastructures, des projets, le contrôle citoyen de l'action publique que nous faisons. Et je dis même toutes les plateformes de la société civile. C'est beaucoup de choses qui peuvent aider d'abord à informer le citoyen. Je suis là, je donne des informations avec des chiffres, des exemples concrets. C'est ça mon travail. C'est un travail de veille, d'alerte, d'interpellation et de proposition. Mais si la société civile donne la migraine à Siradio et il est membre d'un parti politique... Et il estime que vous-même vous êtes militant déguisé. Donc, non, je viens à tout ça. Heureusement, il n'a pas eu le temps de donner le parti politique. Auquel Dansa Kourouma appartient. Monsieur Siradio est un animateur du débat, je le comprends comme tel, mais il faut qu'il comprenne quelque chose. Si nous, on leur donne de la migraine, les leaders politiques les donnent quoi? Et le gouvernement les donne quoi en ce moment? Et il les donne l'hypertension artérielle. Donc j'accepte la migraine, il n'a qu'à prendre ou l'AVC. Tout à fait. Ou l'AVC d'ailleurs. Et les militants qui occupent des postes dans les collectivités locales, les délégations spéciales là, qui sont des partis, et ils les donnent quoi? C'est peut-être du diabète, parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on les donne. Parce qu'ils ne veulent vraiment pas qu'on organise ces élections locales. Tout à fait. Puisqu'ils sont donc, là. J'aimerais bien le faire comprendre. La meilleure façon d'aider à la société civile à faire le maximum d'elle-même, c'est de l'aider, de reconnaître les actes qu'il pose. C'est important. Mais si on est dans la négation, dans la négativité totale, il sera difficile de faire avancer les choses dans ce sens. Surtout, c'est les politiques qui sont aux commandes. D'accord. Le mot de la fin. Alors, je remercie très sincèrement ceux qui ont intervenu. Les attentes des citoyens face à la société civile, je le perçois avec assez de responsabilité. Nous allons redoubler d'ardeur et d'efforts. Mais il n'y a pas de société civile dynamique et efficace sans des citoyens dynamiques, sans une citoyenneté active, sans des citoyens qui prennent conscience et qui s'engagent pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt du pays. Je demande à tous ceux qui ne sont pas militants de partis politiques, même ceux qui sont militants de partis politiques, d'interagir avec la société civile pour nous saisir, nous interpeller, nous donner des informations qu'on peut utiliser comme arme pour dénoncer, qu'on peut utiliser comme arme pour contrôler, qu'on peut utiliser comme arme pour faire du lobbying et du plaidoyer. Mais quand les citoyens sont passifs, ils sont résignés, la société civile, quels que soient les efforts de ceux qui sont là-dedans, ils ne peuvent pas inverser la tendance. Passif et émotif. Et émotif. Donc nous avons besoin de citoyens beaucoup plus actifs, plus responsables, des citoyens engagés pour aider à inverser la tendance. Et ça les demande encore une meilleure connaissance de l'envergure de leurs responsabilités. Ils sont acteurs en même temps du progrès social, mais acteurs du recul de ce pays. Il faut bien que chacun assume sa responsabilité avec une bonne dose de bonne foi. Voilà qui est bien dit après. Merci donc à vous, Dr Dansa Kourouma, d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à la technique radio, Yamoussa Silla, Kande Omar Kamara, cabinet Sano. Merci à Alassane Diallo et à toute son équipe pour la coordination côté État TV. Alassane
Diallo donc, Sekou Touré, Moro Mokamara. Alassane Diallo à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Bien entendu. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chérie FM et 22h15 sur Africa Today Télévision ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. Encore une fois, merci de l'attention. Si tout va bien, demain, on sera en compagnie de Dr Salobela Diallo. Il est le président du parti AFIA, membre de la COPAM, la coordination des partis alliés à la mouvance présidentielle, avec qui on fera la revue de l'actualité sociopolitique du pays. Notre rendez-vous à nos manqués sous aucun prétexte. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de Lecture Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité.